Madame la Présidente, chère Yaël, Mesdames et Messieurs les députés, cher Stéphane, chère Sandra, Mesdames et Messieurs les élus, les acteurs et les chercheurs qui êtes présents ici ou qui nous suivez à distance. C'est pour moi un grand honneur d'ouvrir ce colloque ce matin. Je tiens à remercier chaleureusement toutes ceux et toutes celles qui l'ont rendu possible. Alors bien sûr, te remercier, chère Yaël. Tu nous ouvres les portes de l'Assemblée nationale, de l'hôtel de l'AC. C'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes arrivés ce matin à l'hôtel de l'AC pour parler de tisser des liens pour de nouveaux dialogues territoriaux. Je voudrais évidemment remercier les députés, Stéphane et Sandra, qui œuvrent au quotidien à faire vivre les enjeux des territoires et de celles et ceux qui les conçoivent, qui les aménagent. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, qu'ils soient élus, acteurs de terrain, institutionnels, mais surtout scientifiques, chercheurs. Cette journée va être l'occasion de débattre et de croiser les savoirs et les expertises, qu'ils soient académiques ou qu'ils soient expérientiels. Je crois beaucoup en cet enrichissement mutuel du monde de l'action et de celui de la recherche. En substance, je crois en les bienfaits des débats entre science et société. Alors oui, j'ai un lien tout particulier avec le GIP EPO, que je connais depuis bien longtemps, quand j'étais première vice-présidente de Toulouse Métropole, et je l'ai découvert, ce GIP EPO, dans ses travaux pour les métropoles. Comment associer les citoyens à l'action publique et à la décision de nos élus locaux. Et puis je l'ai découvert en arrivant ici en tant que députée dans sa composante rurale. Donc je veux vraiment remercier Jean-Baptiste Marie qui dirige ce GIP EPO, et je voudrais aussi remercier Philippe Mazinck qui est le grand directeur de la DGALN qui héberge ce GIP EPO et qui a aussi les territoires au cœur. Merci d'être là, Philippe. Nous étions encore sous l'effet des événements de l'été 2022 et puis nous étions aussi sous l'effet des événements des émeutes de l'été 2023. Et à lui seul, ce contexte nous a renvoyé à une question cruciale. Comment accélérer la transition écologique? On est au cœur du sujet, mais aussi comment préserver la cohésion sociale? Comment préserver les solidarités humaines? Comment préserver les solidarités territoriales? Cela soulève d'autres interrogations. Et ça, Madame la Présidente de l'Assemblée vient de le dire. À quelles échelles tout ça se joue-t-il? Quel rôle pour chacun des acteurs de la grande chaîne de l'action publique? Quels nouveaux dialogues territoriaux les transitions impliquent-elles? Quelle interdépendance? Alors ma chère Yaël, tu as redit et tu l'as déjà dit que tu faisais ce tour de France des territoires. Moi, je voudrais t'inviter en Haute-Garonne sur un thème qui est l'interdépendance, qui m'est très cher, entre territoires ruraux et territoires urbains, puisque quand la Première ministre m'appelle en juillet 2022 pour me demander d'être secrétaire d'État à la ruralité, à ce moment-là, je suis première vice-présidente de Toulouse Métropole, la 4e métropole de France, et là, nous avons échangé quelques minutes. Je suis une enfant de l'Aude, une enfant de la ruralité, je suis élue députée d'une circonscription éminemment rurale, 113 communes, et je suis devenue, par le fait que j'étais maire de Saint-Orens, vice-présidente de la 4e métropole de France. Et j'ai vraiment ça chevillé au corps pour tous ceux qui me connaissent, comment on va pouvoir travailler ensemble, comment ces interdépendances qui sont en train de s'inverser entre territoires ruraux et territoires urbains, et puis évidemment quel rôle ces territoires périurbains vont pouvoir jouer. Alors, d'échelle, il en sera largement question tout au long de ce colloque. L'échelon auquel est portée les politiques publiques est décisif. Est-il local? Est-il étatique? Est-il européen? Ces derniers, ces échelles s'imbriquent et se complètent pour offrir de belles synergies. Parfois, ils se concurrencent en oubliant leur dépendance mutuelle. Notre pays, qui était l'un des plus centralisés d'Europe, a effectué une révolution copernicienne en quelques décennies. L'action publique, depuis que nous avons fait le choix décisif de la décentralisation il y a plus de 40 ans, est très largement entre les mains de nos élus locaux, qu'ils soient municipaux, intercommunaux, départementaux ou régionaux. S'il reste encore du chemin à parcourir, nous avons déjà avancé à pas de géant. Pourtant, personne ne nie que les enjeux auxquels sont désormais confrontés nos élus, ces enjeux sont colossaux.
Il s'agit de déployer en une décennie les actions en miroir de nos ambitions extrêmement élevées. Atteindre la sobriété carbone, adapter les territoires au climat, stopper l'érosion de la biodiversité, anticiper le vieillissement de la population, réindustrialiser nos territoires, accompagner les plus fragiles d'entre eux. Ces défis sont nombreux, ils sont concomitants, ce qui les rend d'autant plus difficiles à relever. Je voudrais vous faire part de plusieurs convictions qui m'animent et qui constituent le socle de ma réflexion et celui des politiques publiques de mon ministère. Je rappelais à ce stade que j'ai 2 ministres de tutelle. Je suis très fière. L'un est Gérald Darmanin, qui est à Nouméa en ce moment, et l'autre est Christophe Béchu. Et vous aurez le plaisir de l'écouter. Il viendra conclure ce colloque. Il est ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et ces quelques mots que je vais partager avec vous, on les a travaillés ensemble, on les partage. Dans le moment charnière dans lequel nous sommes, je crois qu'il nous faut inventer une politique des liens pour mettre fin à l'imaginaire caricatural de la fracture territoriale. Tisser des liens, c'est la colonne vertébrale de toutes nos politiques territoriales. Alors, tout d'abord, et ce mot vous l'avez compris, mais extrêmement cher, la transition écologique nous rappelle que tous les territoires sont extrêmement interdépendants. Les désordres climatiques dont nous ne cessons de voir les implications, sécheresse historique ou inondation XXL, inexorable retrait du trait de côte ou disparition des enneigements imposent un cadre inédit à nos politiques publiques. Face à la raréfaction des ressources, à l'amplification et la multiplication des crises, mais aussi aux défis démocratiques qui se posent à nous, tous les territoires sont fondamentalement liés entre eux. Qu'ils soient urbains, ruraux, périurbains, aucun territoire ne peut se penser en citadelle et coupé de son environnement, de ceux qui y vivent et de ceux qui y viennent. Il dépend de 1000 manières des espaces proches ou lointains, pour l'eau que l'on y boit, l'énergie que l'on y consomme, le transport que l'on y emprunte, la nourriture que l'on y trouve, les déchets que l'on y génère. Alors Bruno Latour rappelle d'ailleurs que les territoires où l'on vit sont rarement ceux dont on vit. Il s'agit en fait de prendre conscience de nos vulnérabilités et de nos dépendances territoriales, mais aussi de nos responsabilités. D'autres dépendent de mon territoire et de ma capacité à en prendre soin. La métropole de Lille, par exemple, dépend largement pour son approvisionnement en eau d'une nappe qui est située où ? En Belgique. Les aliments qui y sont consommés font en moyenne 500 km avant d'arriver dans l'assiette d'un Lillois, alors même que la métropole est composée pour 43% de terres agricoles. L'examen minutieux de ces interdépendances est révélateur. À l'heure de la transition écologique où les ressources situées dans les espaces peu denses se font de plus en plus stratégiques. C'est comme si nous assistions à une sorte d'inversion de cette dépendance entre métropole et territoires ruraux. Et si le monde rural constituait désormais l'avant-poste de la résilience des métropoles. Ensuite, il nous faut dépasser les idées reçues d'hier. Non, les métropoles ne sont pas égoïstes et non, les ruralités ne sont pas victimes. On entend de nombreuses lectures un peu caricaturales de notre géographie française. Lors de la dernière campagne présidentielle, plusieurs candidats ont porté un discours frontal contre les grandes villes, appelant pour certains à la démétropolisation. Ce discours prend de l'ampleur, parfois même jusqu'à la caricature. Il s'incarne dans des concepts médiatiques comme celui de France périphérique, aux contours flous, mais à la couleur claire, comme le dit le sociologue Renaud Epstein. Des discours qui ont toujours beaucoup d'écho aujourd'hui, alors qu'ils sont totalement démentis par la science. La réalité est tout autre s'agissant de nos métropoles. D'abord, il faut rappeler à quel point les grandes villes sont essentielles à notre pays, par leur rôle démographique et économique, certes, mais aussi parce qu'elles accueillent des universités, des emplois, des services. Elles structurent le quotidien de millions de concitoyens. Elles jouent un rôle décisif de solidarité. Rappelons que l'Île-de-France contribue à 31% au PIB de la France, mais ne touche que 22% du revenu disponible brut. L'écart étant lié au mécanisme de redistribution
et de péréquation nationaux. Il est faux de dire quels seraient les enfants gâtés de la République. Faut-il rappeler que nos métropoles et leurs banlieues concentrent des situations de précarité parmi les plus difficiles, que ce sont pour l'essentiel nos grandes villes qui jouent le rôle d'accueil et d'intégration de celles et ceux qui arrivent dans notre pays. Enfin, les métropoles sont des moteurs des relations de complémentarité, c'est-à-dire de coopération et de réciprocité avec les territoires qui les environnent. Alors les exemples sont nombreux, je prendrai évidemment ma métropole de Toulouse qui coopère avec des territoires gersois sur l'alimentation ou encore le patrimoine ou encore sur le tourisme. La métropole de Bordeaux, engagée dans un vaste plan stratégique de coopération à l'échelle de la Gironde sur la gestion de la ressource en eau. Je pense aussi aux PAT, projets alimentaires territoriaux, dans lesquels de nombreuses métropoles s'engagent avec leurs territoires voisins. Et je pourrais multiplier les exemples bien documentés dans les travaux des programmes POPSU du GIP EPO. En miroir, il nous faut dire et redire que non, les ruralités ne sont pas les grandes perdantes, comme on l'entend parfois, je dirais même souvent. Trop souvent, les campagnes sont regardées avec condescendance, comme si elles étaient l'image évanescente du monde d'hier en train de disparaître. Patrimoine rural en déclin, difficultés auxquelles font face les professions agricoles, disparition du lien social et surtout arrière-cour des métropoles. Cette vision dépréciative, je la refuse, vous l'avez compris. D'abord, il faut rappeler que depuis le recensement de 1982, l'exode rural s'est inversé. La France connaît une remontée constante des populations en milieu rural, bien que certains territoires demeurent inscrits dans une trajectoire durable de la décroissance. Ce qui ne veut pas dire que l'on n'y vive pas bien et qu'il n'y ait pas de beaux projets ambitieux portés par les élus. Un tournant supplémentaire est intervenu ces dernières années à la suite de la pandémie de Covid-19 et des améliorations substantielles qu'ont connues les territoires peu denses, notamment en matière d'équipement et de très haut débit. Ainsi, à bien des égards, nos ruralités ont retrouvé des couleurs et véritablement regagné en attractivité. Nous assistons à un renouveau des imaginaires autour des ruralités qui apparaissent comme des territoires de projet, de qualité du cadre de vie, de liberté aussi. À présent, nombre de nos concitoyens s'y projettent. Et puis, bien sûr, arrêtons d'opposer ville et campagne. La réalité du quotidien de nos concitoyens, c'est que les habitants des campagnes bénéficient des services des grandes villes et les habitants des grandes villes bénéficient des aménités des ruralités. Les transformations du monde du travail, de la mobilité, du rapport au bien-être et au loisir, tout montre qu'il n'y a pas un individu des villes et un individu des campagnes. Nous sommes les deux à la fois. Le renforcement de l'attractivité des espaces de villégiature et les pratiques plurirésidentielles illustrent ces tendances. Il nous faut donc redoubler d'efforts pour briser les stéréotypes en donnant un nouvel élan aux politiques de réciprocité. Il nous faut au fond inventer une nouvelle territorialité fondée sur le dialogue. Je suis convaincu que la réciprocité est un puissant levier pour nos politiques publiques et que les acteurs des territoires peuvent s'en saisir pour bâtir de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, mais aussi de nouvelles alliances très concrètes au bénéfice de nos concitoyens. Dans le domaine des transitions écologiques, la réciprocité, c'est organiser la solidarité entre les villes et les ruralités. C'est territorialiser les politiques climatiques et les politiques de biodiversité. Par exemple, dans les domaines de la renaturation des villes et des campagnes, de la préservation des espaces naturels et de la solidarité urbaine rurale sur les usages de l'eau. Dans le domaine des politiques d'aménagement du territoire, la réciprocité, c'est organiser le partage des richesses entre les métropoles et les territoires voisins via des stratégies partagées de développement économique, de sobriété foncière et de revitalisation des centres, mais aussi de réhabilitation des logements et de mobilité décarbonée. Dans le cadre du programme que j'ai annoncé le 15 juin dernier, France Ruralité,
On a fait un travail qui a démontré, avec l'INSEE bien sûr, que nous avions 800 000 logements vacants en ruralité. La réhabilitation des logements vacants dans nos villages est une priorité de notre gouvernement. Dans le domaine culturel, au sens de l'appartenance au territoire, la réciprocité permet de forger et de faire circuler des identités communes, respectueuses des diversités et de co-construire les projets de territoire. Les projets de territoire. Très important que chaque territoire s'en saisisse. Une chose est sûre, plus que jamais, il nous faut recréer les conditions d'un dialogue apaisé, un dialogue à la fois horizontal entre les territoires et les acteurs qui les composent, mais aussi vertical, mobilisant au plus près des territoires tout l'appareil d'État dans un objectif commun, celui de répondre collectivement aux défis écologiques, mais aussi aux défis démocratiques. À la recherche du périmètre idéal, par essence introuvable, privilégions la recherche du périmètre pragmatique, adapté aux sujets abordés et à la réalité locale. Le consensus territorial se doit d'être recherché, toujours, d'être à la base des projets locaux et nationaux. Privilégions l'échelle des liens, privilégions l'échelle des coopérations et celle des systèmes territoriaux. Alors en conclusion, tisser des liens ne peut pas être seulement l'objet de ce colloque ce matin. Dans toutes nos politiques publiques, nous nous efforçons de donner corps à ce bel idéal. Aussi, je voudrais en donner quelques exemples. Dans le cadre du plan France Ruralité que je citais, nous avons porté un effort inédit pour valoriser les aménités rurales. Les ruralités jouent un rôle clé dans la transition écologique en termes de réservoirs de biodiversité ou de puits de carbone. Ce rôle doit être reconnu et rémunéré. Toujours dans France Ruralité, ce plan que j'ai lancé le 15 juin dernier, nous avons fait passer la dotation aménité rurale, et je salue le président des parcs régionaux qui est ici, merci d'être avec nous. Nous avons fait passer la dotation aménité rurale à destination des villages qui sont entre autres dans nos parcs naturels. Eh bien, elle a doublé pour atteindre 100 millions d'euros dans la loi de finances 2024. Elle sera attribuée aux communes rurales engagées dans la préservation des espaces naturels. Il s'agit également de faire en sorte que les territoires urbains puissent y contribuer. Des paiements pour services environnementaux ou bien des académies carbone. Tout cela a donné lieu à des expérimentations extrêmement positives. Elles peuvent nous inspirer. J'ai également souhaité relancer la réflexion autour des contrats de réciprocité, qui sont des outils intéressants pour favoriser la coopération entre métropoles et territoires voisins, mais qui nécessitent d'être remis au goût du jour. Je vous citais Toulouse Métropole, qui a pris la décision, alors que l'abattoir de Auch, dans le Gers, département voisin, était en train de fermer, d'alimenter la totalité des cantines de la ville de Toulouse de viande venue du Gers, en circuit extrêmement court, et on a permis évidemment d'éviter la fermeture de l'abattoir. Et ce lien entre le Gers et la ville de Toulouse et la métropole de Toulouse sont extrêmement forts. La nouvelle génération des contrats pour la réussite de la transition écologique a vocation à fournir le cadre d'une revue de projet à l'échelle des bassins de vie, en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux soutenus par l'État. Enfin, sur ces sujets qui sont complexes et qui nous amènent assez vite à dépasser les routines administratives, j'ai souhaité que l'on puisse renforcer l'action de l'État dans l'appui en ingénierie et en particulier dans l'ingénierie prospective. On parle tout le temps d'ingénierie technique. Et évidemment, nos villages et nos villes ont besoin d'ingénierie technique, mais aussi d'ingénierie prospective en amont et d'ingénierie financière en aval. C'est le rôle des services de l'État dont nous avons considérablement renforcé les moyens après des décennies de lent désarmement et que nous voulons davantage accompagnateurs que prescripteurs. C'est ce dont atteste le travail de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la DGALN, cher Philippe, dont les politiques sont presque toutes territorialisées. C'est également le rôle de l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANCT, dont les programmes d'accompagnement des collectivités ont été renforcés dans le cadre du plan France Ruralité avec le programme Villages d'avenir, qui voit chaque département renforcé d'un ou deux équivalents temps plein pour accompagner en maîtrise d'œuvre les projets des collectivités lauréates.
C'est aussi le rôle d'appui que j'ai confié, et nous avons confié avec Christophe Béchu, au GIP EPO, opérateur interministériel qui porte des programmes de recherche-action. Alors POPSU, bien sûr, POPSU Métropole, POPSU Territoire, Érable, la caravane des ruralités, c'est la nouveauté de l'année 2023 et 2024, et puis des programmes d'expérimentation. Engagés pour la qualité du logement de demain. Le concours Europan, désormais la consultation internationale Quartier de demain, lancée par notre président de la République. Bravo et merci. Ces programmes et cette vision des réciprocités territoriales, je souhaite qu'ils constituent le socle d'un nouvel opérateur national de la recherche et de l'expérimentation territorialisée. C'est vraiment un marqueur. La recherche-action. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ces deux mots accolés précédemment. On parlait de recherche fondamentale, bien sûr, mais on ne parlait pas de recherche-action. Et on parlait de recherche et développement, évidemment, et beaucoup de scientifiques étaient ancrés dans le concret. Mais ces deux mots accolés, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, oui, j'appelle de mes voeux, cher Jean-Baptiste, oui, j'appelle de mes voeux, cher Philippe, un nom plus parlant que le GIP EPO. Dans la perspective tout simplement d'incarner cette nouvelle vision à laquelle je suis personnellement très attachée. C'est tout le sens de mon ministère que d'apprendre des territoires pour construire l'action publique. Je n'ai jamais d'idées préconçues, j'ai des convictions que je me forge, évidemment au contact des scientifiques, que je me forge aussi au fil de l'expérience et sur la base du terrain. Alors, mesdames et messieurs, embrassez la réciprocité. En reconnaissant les défis et en saisissant les opportunités, c'est l'engagement d'un appui sans faille à tous les territoires. C'est aussi, si l'on ose, la promesse, d'un mot qui m'est cher aussi, d'une réconciliation, non pas entre ville et campagne, qui n'ont jamais véritablement été opposées, mais entre la réalité de nos géographies, on a beaucoup de scientifiques géographes dans la salle, et puis entre la réalité de nos géographies et puis les politiques publiques que nous mettons en œuvre dans notre beau pays, qui est la France. Je vous remercie.